J'ai 2 yeux, tant mieux. 2 oreilles, c'est pareil. 2 épaules, c'est drôle. 2 bras, ça va. 2 fesses qui se connaissent. 2 jambes, il me semble que j'ai 2 yeux, tant mieux. Abordons maintenant le premier grand thème de cette soirée, l'économie, les enjeux économiques, mise en contexte et questions d'Emmanuel. Donc, vous le savez, depuis le début de la crise qui a secoué la planète, l'incertitude économique, la menace d'une rechute font partie des préoccupations de plus en plus de familles, la préoccupation quotidienne. Ça mine la confiance des entreprises. On parle d'austérité. Je vais commencer par mettre au clair qu'est-ce qu'est une mesure d'austérité. Au départ, les mesures d'austérité se composent de coupures budgétaires sociales, la vente aux enchères de ressources naturelles ainsi que les industries nationalisées de l'État. Les mesures d'austérité sont d'origine imposées par les banques privées internationales qui détiennent les dettes souveraines de l'État, telles que la FMI. Mais quand on vient ici, au Québec, donc presque la bulle de cette campagne, on a l'impression que vous ne parlez d'austérité que lorsqu'il s'agit d'expliquer comment vous allez payer pour vos promesses, pour les milliards que vous voulez dépenser davantage. Tout ça dans une province qui est la plus endettée au pays, où les Québécois sont les plus taxés. Donc, la classe moyenne, là-dedans, celle qui paye, là, celle qui paye plus pour ses garderies, qui paye plus pour l'électricité, l'immatriculation, la taxe sur l'essence, la TVQ, cette classe moyenne qui se sent prise à la gorge, qui est inquiète en ce moment dans le contexte. M. Charest, vous dites que vous voulez que les familles vivent mieux, vous voulez créer de l'emploi. Vous faites quoi pour cette classe moyenne et vous faites quoi pour les 28 000 personnes qui ont perdu leur emploi cet été? Autour de Mme David de répondre à cette question. Que fait-on pour la classe moyenne? Comment crée-t-on des emplois? Merci, Mme David. Monsieur Legault. Mme Marois. Hey, si vous voulez, là, on va cesser de parler des francophones du Québec, voulez-vous? On va parler de nous. À 60 % on a voté pour. C'est vrai qu'on a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques. Après la défaite de l'option souverainiste lors du référendum d'octobre 1995, Jacques Parizeau démissionne de son poste de premier ministre du Québec. À peine l'encre sec, les Unes du Québec annoncent la démission de Lucien Bouchard comme chef du Bloc québécois et quitte son siège à Ottawa. 27 janvier 1996, Lucien Bouchard devient chef du Parti québécois. Il est assermenté premier ministre du Québec 2 jours plus tard. Sur la question de la souveraineté, Lucien Bouchard déclare qu'en raison de l'absence de conditions gagnantes, dont il ne précise pas la nature, aucun référendum ne sera déclenché. Une des principales préoccupations du gouvernement Bouchard est la récupération économique du Québec à travers le déficit zéro. Le premier ministre du Québec, M. Lucien Bouchard. 16 sous sur chaque dollar. Ça, c'est le trou dans la poche de la grande famille québécoise d'aujourd'hui. Le trou, c'est le service de la dette. C'est l'argent qui nous échappe chaque année, en pure perte. Et chaque année qui passe, avec un déficit supplémentaire, contribue à agrandir le trou. Chaque année, un point de couture de moins. Et le trou n'a pas fini de s'agrandir. Si on continuait à laisser nos coutures s'effilocher, ce serait demain 18 sous, peut-être 20 dans quelques années. Arrivé au sommet avec le projet d'équilibrer les dépenses courantes en 2 ans, il en ressort avec un consensus pour éliminer tout déficit en 4 ans. De son côté, le gouvernement s'engage à voter une loi anti-déficit. Les modalités des compressions seront connues dans le premier budget Landry. Pour l'analyste Jean-Luc Landry, la méthode choisie pour réduire le déficit est en elle-même un obstacle. Ici, on a pris une approche comptable et on a dit, bon, on va regarder chacun des postes et on va utiliser la méthode que j'appelle presser le citron. Alors, on va essayer de faire la même chose ou faire des petits changements à la marge et là, on va presser le travailleur, l'organisation pour en tirer le plus de jus possible. Au Québec, on a choisi donc la méthode gradualiste. C'est ça. Le problème avec la méthode gradualiste, il y en a 2. Le premier, c'est que les gens stagnent avec le temps. À chaque fois, vous revenez avec une mauvaise nouvelle. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième, qui est bien plus important, c'est qu'on ne change pas les comportements. Malgré les coupures d'austérité infligées des gouvernements respectifs de Lucien Bouchard de 1996 à 2001, du gouvernement
indépendants de Bernard Landry de 2001 à 2003 et des libéraux de Jean Charest de 2003 à ce jour, le Québec, et ce nonobstant l'application de la loi anti-déficit du gouvernement Bouchard, se présente devant une dette souveraine qui éclipse la somme de 250 milliards de dollars, excluant la part de la dette fédérale qui revient au Québec. Comment réduire la dette du Québec? Et parce que moi, je pense que la dette est trop élevée. Et ces budgets-là, moi, je les fais toujours. Les 2 derniers budgets, j'ai fait ça en passant à mes enfants. I say, how do we give them a society in which they're going to be able to make their own choices? And they can go to the right or the left and do what whatever. But if we don't tackle this problem, they're not going to be able to make their choices. Est-ce que la situation financière et économique du Québec requiert des solutions radicales, des gestes musclés? On en parle avec Claude Montmarquette, professeur émérite en économie à l'Université de Montréal, mais un des économistes les plus seniors qui a observé le Québec depuis des décennies. Professeur Montmarquette, est-ce que le Québec peut continuer un autre 10 ans dans la même trajectoire? Certainement pas. Et la raison principale, c'est qu'il n'en aura pas les moyens de toute façon. Il va falloir qu'il y ait un dosage de tarification, de financement et une coupure dans un certain nombre de programmes. Les gens se sont habitués à des choses comme tout le programme des garderies à 7 $, le programme des congés parentaux très généreux qui est déficitaire au maximum. C'est des choses qu'il faudrait toucher, ça? Il va falloir les toucher. C'est inévitable. On ne peut pas continuer à se le payer, essentiellement. Vous savez, si nous ne prenons pas les décisions, d'autres vont le prendre pour nous. Comment ça se vit, là? Comment, à un moment donné, tu frappes comme la Grèce, tu frappes le mur? C'est les financiers, c'est... Bien, effectivement, le déficit, là. C'est-à-dire que là, on va commencer à continuer à engager de mauvaises dettes. Hein? C'est pas des investissements, c'est des mauvaises dettes. Donc, le déficit va grossir par rapport au PIB. Il va se rendre à un niveau comme c'est arrivé à la Grèce. Et là, il y a quelqu'un qui finance cette dette. Our plan to reduce the deficit does not depend on some program of cuts. We've laid it out in the budget. It's very clear. The International Monetary Fund says it is a credible and realistic plan to reach balance. Nous, on a de moins en moins de personnes pour la financer. Il n'y a aucun pays qui finance à l'intérieur sa dette, sauf le Japon en passant, mais à l'extérieur, les financiers ont demandé à ce moment-là d'écouter, vous risquez d'avoir des sérieux problèmes pour rembourser même le service de la dette. Puis là, ils te serrent la vis, ils montent les taux d'intérêt, ils te prêtent. C'est-à-dire, ils décotent. S&P a placé hier tous les AAA de la zone euro sur surveillance. La France est un peu plus visée que les autres. Sa note pourrait être dégradée de 2 crans. Et au-delà de la France, ce sont donc tous les AAA de la zone euro qui sont menacés. Les petits pays ne sont plus épargnés. C'est Christine Lagarde qui dirigera le FMI au cours des prochaines années. Tel qu'attendu, les membres du Fonds monétaire ont opté pour la ministre des Finances de France, une avocate de 55 ans, très respectée, qui s'est fait remarquer tout particulièrement durant la crise financière pour son rôle de premier plan dans l'élaboration de solutions à la crise. Pour en parler, un homme qui a été ministre des Finances, professeur d'économie à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, Bernard Landry. Bonsoir, M. Landry. Bonsoir. Christine Lagarde, est-ce que c'est le bon choix pour diriger le FMI, à votre avis? Oui, je pense que c'est le bon choix à cause d'elle, puis à cause des circonstances aussi. Parce que Dominique Strauss-Kahn avait quand même été un dirigeant exceptionnel et visionnaire. Strauss-Kahn avait donné une orientation différente. Évidemment, un ancien ministre socialiste, candidat socialiste à la présidence française, ne peut pas soutenir des thèses d'extrême droite qui ne favorisent que les transnationales. Alors, s'il était resté, en tout cas pour quelque temps, il pouvait continuer à mettre en marche des réformes que Lagarde va appliquer maintenant. Vous avez bien entendu, c'est la gauche, ou en tout cas les idées de gauche, qui font bouger le monde et qui peuvent faire avancer vers une gouvernance mondiale? C'est ma conviction, mais si je devais aller jusqu'au bout de ma conviction, je dirais que c'est comme ça depuis très longtemps. Wann werden wir wieder ein Vorstein, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht Geschenk erhielten, sondern selbst nicht schaffen mussten. Donc, l'idée d'une gouvernance mondiale, ça n'est pas une utopie de Strauss-Kahn? Non, ça n'est pas plus une utopie que l'idée d'une gouvernance de l'économie nationale, comme elle s'est affirmée pendant le XXe siècle. Le grand pari du XXIe siècle, c'est l'invention, comme vous venez de le dire, d'une gouvernance mondiale. Bon, alors parlons-en de cette Européenne de 55 ans, une avocate, une femme qui s'est quand même fait remarquer dans les dernières années. C'est qui Christine Lagarde? Bon, d'abord, elle n'est pas économiste, c'est une juriste, mais ce n'est pas un défaut absolu. Surtout quand on apprend sur le tas. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a été une ministre des Finances remarquable, très impliquée dans la gestion économique de son pays et de l'Europe. Je suis sûr que quand Sarkozy parle à Merkel de la crise de la Grèce, il a consulté
Christine Lagarde avant. Donc, et Christine Lagarde, elle va avoir à gérer à l'échelle planétaire des situations de ce genre. Ce qu'il nous faut, c'est une vraie banque mondiale, c'est-à-dire des autorités monétaires planétaires qui empêchent ce qu'on appelle la guerre des monnaies, par exemple, l'usage déloyal de la valorisation ou dévalorisation de la monnaie pour fausser le commerce. Il faut une autorité planétaire que nous n'avons pas, surtout actuellement. L'heure est grave et la tenue des assemblées générales de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington a été une nouvelle occasion de le rappeler. Même si elle n'est pas officiellement à l'ordre du jour des assemblées des deux institutions, la crise de la dette européenne est au centre des préoccupations. Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, a exprimé sur ce sujet l'absolue nécessité d'action commune. En ces temps turbulents, nous devons nous serrer les coudes parce que des choix que nous faisons aujourd'hui et dans les semaines et les mois à venir et de la façon dont nous appliquons ces décisions, notre avenir économique collectif avancera ou bien retombera. À côté des problèmes bancaires et de la crise de la dette, le FMI a abaissé ses prévisions de croissance 2011 et 2012 pour la quasi-totalité des régions de la planète, ajoutant que la tendance actuelle pourrait bien le contraindre à les abaisser encore. Il y va It's about the destiny of a country, of its security. And I think one has to put big and small political differences aside in the service of a country to get over these small matters. Comment réduire la dette du Québec? Et parce que moi, je pense que la dette est trop élevée. Et ces budgets-là, moi, je les fais toujours. Les deux derniers budgets, j'ai fait ça en passant à mes enfants. I say, how do we give them a society in which they're going to be able to make their own choices? Lors d'une crise financière, pour éviter qu'un pays ne puisse plus payer ses dépenses, comme le paiement de fournisseurs ou des salaires des fonctionnaires, le FMI lui prête de l'argent à condition de l'obtention de la mise en place de certaines réformes économiques et sociaux sous forme de plans d'ajustement structurel limitant la souveraineté économique nationale, encadrant certains aspects de la politique de l'État.
Cette institution bancaire privée supranationale est à l'origine de l'appauvrissement de plusieurs nations, incluant le Canada et ses provinces.